Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver, et je ne vous le présente plus, Roland Perret. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que le dimanche 27 octobre 2024, donc le dimanche qui vient, j'organise une visite guidée conférence à Paris sur le thème de la magie noire, sur le thème des zombies et du réveil obscur. Donc le lieu de rendez-vous, c'est devant le musée Jacques Chirac du Quai Branly, 37 Quai Branly, Paris 7e. Et du reste, c'est très approprié puisque cet ancien président était complètement lié à la magie noire. Donc, on va partir du quai Branly et on va parler de la magie noire tant au niveau des cinq sens qu'au niveau spirituel. On va parler aussi de la magie noire au niveau donc collectif et au niveau individuel. Puis on parlera du lien entre magie noire et réveil obscur. Et ensuite, on se dirigera vers le Square Rap pour voir le siège de la Société de Théosophie en France et on parlera du lien entre le New Age et la magie noire et on parlera des lignées sataniques occultes. Puis on regardera des symboles un petit peu partout et on verra la connexion entre magie noire et suggestion. Et on verra aussi comment on peut faire pour vibrer au-delà de ces symboles, pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces symboles. Donc le rendez-vous est devant l'entrée principale du musée du Quai Branly, au 37 Quai Branly, Paris 7e, métro école militaire ou métro, encore plus pratique, Bir Hakeim, ligne 6, pas école militaire, mais Bir Hakeim, ligne 6. Et il y a aussi le RER C et la station Alma Marceau sur la ligne 9, si ma mémoire est bonne. En tout cas, métro Bir Hakeim, ligne 6, c'est le plus pratique. Et le RER C également. Donc, sachez ensuite que le samedi 2 novembre de 12 heures à 18 heures, j'organise une conférence en présentiel à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4. Et cette conférence en présentiel, donc différente des visites guidées conférences, sera consacrée à un thème hyper intéressant, la Grande Tartaria. Et je parlerai du lien entre la Grande Tartaria et la présence de géants, et aussi du lien entre la Grande Tartaria et les humanités parallèles. Je parlerai du reset, du concept de couler debout, de la modification des timelines et du lien entre la Tartaria et le monde souterrain. Donc, ça sera une conférence totalement inédite sur un thème inédit et vraiment, vraiment passionnant, puisque les vestiges de la Grande Tartaria sont partout autour de nous. Simplement, on est programmé pour ne pas les voir. Et je parlerai également de, de toutes ces notions de récentisme, de chronologie différente et du lien avec la manipulation des timelines. Enfin, j'organise le samedi 23 novembre de 18 heures à 22 heures un webinaire sur un thème qui m'est cher, la cryptozoologie, l'étude des animaux mystérieux, l'étude des humanités parallèles. Et on verra que la cryptozoologie, c'est bien plus que l'étude des animaux mystérieux. C'est vraiment un sujet charnière où l'on abordera des concepts du lien entre la cryptozoologie et les autres dimensions, du lien
entre la cryptozoologie et le voyage dans le temps, du lien entre Monstre du Loch Ness et Aleister Crowley, du lien entre la cryptozoologie et le complexe militaro-industriel. On parlera aussi du black goo qui est connecté à certaines formes de cryptozoologie et on fera le lien entre cryptozoologie et présence non humaine. On parlera aussi des humanités parallèles et du lien entre la cryptozoologie et les géants, lien que je n'aborderai pas dans la conférence sur la Grande Tartarie, mais que j'aborderai dans le webinaire, puisque c'est deux types de géants différents. Donc, si cela vous intéresse, je mettrai le lien, les trois liens en dessous de ce podcast. Le premier lien pour vous inscrire à la visite guidée conférence du 27 octobre au musée, devant le musée du Quai Branly, sur le thème de la magie noire et du réveil obscur. Le deuxième lien pour vous inscrire à la conférence en présentiel au Café d'Orléans sur le thème de la Grande Tartaria. Et le troisième lien pour vous inscrire au webinaire sur le thème de la cryptozoologie. Mais maintenant, assez bavardé et place à Roland Perret qui aujourd'hui va nous parler d'un thème inédit, c'est le louche, parce que on a beaucoup parlé du louche, j'en ai parlé dans plusieurs de mes podcasts, Margré en a parlé dans plusieurs de ses interviews que j'ai faites avec lui, Robert Monroe en a parlé dans ses livres, mais personne n'a défini ce qu'est le louche. Donc la première question que je vais te demander, Roland, déjà bonjour Roland, j'espère que tu vas bien. Bonjour Paul, je vais très très bien. Ça fait toujours plaisir de te revoir. Oui, c'est clair que ça fait vraiment plaisir, d'autant plus que tu es un des intervenants les plus appréciés par mes auditeurs et puis l'information que tu donnes est toujours inédite et hyper intéressante, donc ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Donc, Roland, qu'est-ce que c'est que le louche? Tout le monde en parle, mais personne ne le définit, y compris moi. Donc, qu'est-ce que le louche et comment et d'où vient le louche? Alors le louche, voilà, c'est donc un nom qui a été donné à la substance dont se nourrissent les entités dont tu parles beaucoup sur ta chaîne, hein, à raison. Alors de quoi s'agit-il? Le louche est, comme je le comprends, bien sûr, une émanation émotionnelle mentale, ou uniquement émotionnelle, ou uniquement mentale. Mais quand on va dire mental, on parle d'un mental qui est lié à des émotions, hein, un mental émotif, un mental émotionnel, pas le mental abstrait. Celui-là, il ne peut pas être interféré par les entités. Alors, c'est les êtres éthériques qui arrivent en translation de leur plan éthérique, qui arrivent à descendre en vibration sur notre plan. Je rappelle que tous ne le font pas, mais ceux qui le font sont ceux qui nous causent problème. Ils nous causent problème pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que le dégagement de certaines de nos émotions était, surtout lorsqu'elles elles ont une certaine qualité, on va dire, en puissance, sont intéressantes, très intéressantes pour elles et leur procurent beaucoup de plaisir. Alors en termes de puissance, ça c'est une chose. En termes d'intensité, c'est-à-dire qu'elles vont chercher l'intensité, et d'où la notion parfois d'un plan de programmation pour encourager, pour entraîner une production de plus en plus importante de l'émotion en question. C'est là qu'on retrouve notamment des émotions récurrentes,
hein. Des choses qui reviennent tout le temps. Des pensées obsessionnelles par excellence sont un régal, quoi, hein, pour ces entités. Alors, il y a donc une problématique qui est liée à ça, parce qu'à la limite, nous aurions des parasites qu'on ne voit pas la plupart du temps, sauf certains clairvoyants, qui se nourrissent de nos émotions, bah, ce ne serait pas si grave que ça, après tout. Mais cette émotion n'est pas directement assimilable par eux. Il faut qu'elle soit mélangée à de l'énergie vitale. C'est comme une espèce de digestion qui va se faire. Donc, il faut qu'il la mélange. C'est des histoires de vibrations, de structures intrinsèques liées à l'émotion. Et donc, cette énergie vitale qui nous est volée à ce moment-là, ben là, c'est là que ça nous cause problème, puisque ben, ça nous affaiblit, évidemment, puisque c'est un rapt de notre énergie vitale. Et ça peut entraîner, bien sûr, des maladies. Lorsque c'est psychique, ça peut entraîner notamment des maladies mentales, des états dépressifs ou des problèmes vraiment, vraiment physiques. Donc ça, c'est une des... Voilà, je pense qu'on pourrait définir le louche comme donc le fait de se nourrir. Enfin, le louche serait cette forme de nourriture, ou plutôt de drogue, parce qu'elle leur procure donc ce plaisir. Plaisir qui est supérieur à ce qu'elles trouvent sur leur propre plan d'existence, hein, le plan éthérique. Et le plaisir qu'elles en tirent, elles le trouvent tout à fait normal. Ça ne leur cause pas du tout de soucis moraux, puisque pour ces êtres, comme nous, on ne les voit pas, qu'ils ont des capacités hein, de déplacement dans l'espace, des capacités télépathiques, ils s'estiment supérieurs à nous, et ils vont nous traiter, n'est-ce pas, mais tu le sais bien, tu en parles souvent, un petit peu comme des animaux, comme un bétail. Voilà. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément d'évolution supérieure ou d'intelligence supérieure à ce niveau. On parle de la catégorie générale hein, des entités qui se nourrissent de nos émotions. Il y a une autre problématique avec cette émotion et avec ce louche. On pourrait le définir encore autrement. Là, c'est un petit peu plus compliqué et ça a une relation avec le bas astral, ce qu'on appelle le bas astral. Si, par exemple, tu rêves, hein, tu rêves, tu vas rêver, par exemple, d'une situation donnée, et dans ton rêve, tu vas créer un environnement. Tu vas créer, ton subconscient, n'est-ce pas, va créer par exemple des personnes, hein, des antagonistes dans ton rêve, qui ont comme une espèce de semblant d'autonomie. Hein. Et donc, tu as des interactions avec ces êtres, quelque part, que tu as créés, que tu as inventé le temps de ton rêve. Mais la substance du rêve, on pourrait dire la substance onirique, et c'est la substance dite astrale, elle est du même ordre. L'astral, l'émotion, le louche, tout ça, c'est dans la même catégorie, quoi. Or, nous n'arrêtons pas de produire dans notre quotidien, dans notre vie tous les jours, on a des conceptions, on visualise des choses, on projette des choses. Tout simplement, par exemple, l'espace qui nous entoure, là, toi, ton bureau, moi, le mien, on en a une certaine représentation intérieure. Cette représentation existe avec des particularités. Alors, il y a des choses qui vont manquer ou des choses qui vont être rajoutées, par exemple, parce que
c'est la substance astrale, elle va être, suivant des paramètres de ce qui nous intéresse dans notre environnement, ce qu'on conçoit, il y aura forcément des différences. Donc, rien que par exemple le bureau qui nous entoure, il existe dans l'astral. Et, OK, donc l'astral, cette zone-là est peuplée, est remplie de milliards et de milliards de conceptions par les êtres humains. Si on rajoute à ce phénomène le fait que dans le rêve, tu vas avoir une interaction avec une personne qui a comme un semblant de vie, un semblant d'autonomie. Par exemple, dans le rêve, elle te dit quelque chose qui te dérange, qui t'interpelle. C'est comme cette personne n'est pas, c'est une entité, en fait, c'est une entité, cette personne que tu as rêvée, elle est sans âme, parce que c'est toi-même qui l'as créée, mais elle a une espèce de semblant de vie, un semblant, une certaine autonomie qui est celle que tu lui as donnée en fonction des conditions dans lesquelles tu l'as créée. Oui, Et cette entité peut vivre, a donc une certaine autonomie qui peut être de quelques minutes, de quelques heures, de quelques semaines, de quelques mois ou de quelques années. Et donc nous sommes entourés également de ces conceptions, créations. donc c'est des entités qu'on crée en rêvant et qui après prennent une vie propre et sortent de notre esprit, si j'ose dire, pour aller dans l'astral. On peut dire ça comme ça. Elles sont dans l'astral. L'astral est là en même temps, hein, et Mhm. il s'entoure, quoi, hein. C'est la clé de la compréhension des égrégores aussi, n'est-ce pas? Si beaucoup de personnes vont croire dans une même divinité, cette divinité avoir une forme d'autonomie qui lui est propre en fonction de la charge émotionnelle qu'elle reçoit. Et donc, cette entité a une action en réponse dans le domaine de nos conditionnements. Donc, c'est pas exactement le louche, mais c'est lié à ce problème du fait que nos émotions incontrôlées, nos émotions très souvent sur le plan de l'humanité, plutôt très souvent de manière générale, si on raisonne en termes pourcentage, plutôt négative. Bon, on le sait bien, parce que si on voit la situation planétaire, la plupart des pensées, des émotions émises sont souvent des émotions qui sont grises, on va dire, si elles ne sont pas noires, quoi. Hein, jalousie, voilà, haine, et ainsi de suite. Voilà, on ne va pas faire l'énumération des sentiments négatifs, mais l'astral est donc rempli de ces charges émotionnelles plus ou moins importantes qui créent un conditionnement et on va avoir un rapport avec ces entités. Et là, pour le coup, c'est vraiment des entités, pour moi, c'est des entités sans âme, parce qu'elles ne sont pas réelles, mais elles ont une influence sur nous. Alors, le bas astral, ce qu'on appelle le bas astral, qui n'est pas vraiment l'astral, mais qui est une zone intermédiaire entre notre plan de vie et le plan astral, on va retrouver des entités psycho-énergétiques et dans laquelle, si on n'a pas résolu nos problèmes, si on a un lien avec ces pensées, donc finalement des égrégores de jalousie ou d'angoisse ou de phobie ou des choses comme ça, vont avoir une influence sur le défunt pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il puisse le résoudre. Donc, c'est différent des entités dont tu parles aussi, des entités qui viennent se nourrir aussi de cette forme, de ces émanations énergétiques. Voilà, c'est deux choses différentes. Et c'est deux types d'entités aussi différentes. Donc il y a ces entités qui n'ont pas de vie réelle, mais qui ont une influence quand même très grande sur nos vies, sur nos sociétés. Et les entités qui ont, à mon sens, hein, je sais que c'est à discuter, ont, elles,
une âme, c'est-à-dire qu'elles ont une réalité, elles vivent sur leur plan éthérique, et ce sont elles qui descendent sur notre plan pour se nourrir de ces énergies, quoi. Donc si on parle de louche, si on veut vraiment chercher une définition de louche, ce sera la nourriture que vont chercher ces entités-là. Mais je voulais parler du problème aussi général de ce qu'on émane. On pourrait dire qu'on émane des émotions, des choses qui sont, lorsqu'elles sont, on va dire, déréglées, inharmonieuses, non maîtrisées, non contrôlées, ça joue le jeu donc, des entités. Donc, ça peut nous perturber et ça nous impacte, ça peut nous impacter aussi dans notre vie après notre mort. Donc il y a vraiment quelque chose à régler. L'humanité a une carte à jouer sur le fait de maîtriser son émotionnel. C'est une question de, plus que de confort, c'est une question de, oui, de survie, je ne sais pas, mais en tout cas, hein, de capacité de bien-être, de bonheur ou d'harmonie. Si on ne règle pas ce problème, voilà, il pourrait s'aggraver, quoi. Et donc, les entités, on est bien d'accord que le louche, c'est cette récolte d'énergie émotionnelle mélangée à de l'énergie vitale. Donc, dans le premier type, les entités qui utilisent ça comme une drogue, comment elles font pour créer du louche, en fait? Ben, c'est pas elle qui crée le louche. Enfin, pour nous faire créer le louche plus exactement. Pardon, je m'excuse. Comment elles font pour nous faire créer ce louche? Ben, à la base, c'est nous qui sommes responsables de nos émanations émotionnelles, hein. Hop, tu as un petit moment tu as une jalousie, ok, très souvent, c'est plus inconscient que conscient, mais peu importe, il y a quelque chose là qui travaille. Et donc, il y a une production, hein, dans notre corps, c'est qu'il y a des hormones, il y a un tas de choses, il y a des choses qui jouent dans notre corps, et il y a une forme aussi d'onde, de rayonnement. Une entité, si elle a une appétence pour la jalousie, parce que tu auras des entités qui auront une appétence pour la colère ou voilà, elles ont leurs préférences, tout comme nous, on peut préférer les fraises ou haricots, hein. Elles vont être attirées par l'émanation de la jalousie. Comme la vibration est basse, la porte est ouverte. Ça, c'est aussi important. La jalousie fait que on ne se sent pas très bien. Il y a en fait, ça crée un appel et une porte d'entrée. C'est oui, on dit oui à la jalousie, quelque part. Et ce oui va permettre à l'entité, très souvent, ça va être une tentacule, hein, qu'elle va infiltrer, qu'elle va planter. En général, c'est la nuque, la colonne vertébrale, les parties génitales, hein. Et elle va puiser. Elle va puiser. Elle boit son petit sirop, donc il y a ce mélange avec l'énergie vitale, et puis elle va suivre son chemin. On va dire, ça, c'est l'entité parasite on va dire, de base. Elle passe par là, elle goûte, elle prend ce qui est à sa disposition et elle continue sa route. Il y a d'autres entités qui sont, ou ça peut être le même type d'entité, mais qui vont vouloir aller plus loin. Et c'est là qu'il peut y avoir la pose d'implants que souvent elles ne peuvent pas fabriquer elles-mêmes, mais qu'elles vont faire fabriquer par d'autres entités. Enfin, c'est un Alors, business. est-ce que tu peux nous parler des implants? Parce que les implants, c'est pareil, c'est un mot, tout le monde parle de ça, mais personne ne définit ce que c'est. Donc, il y a les implants physiques, et ça, c'est quelque chose qui a été analysé par des médecins américains, notamment le docteur Lair, qui sont posés sur des abductés et tout ça. Moi-même, je connais une personne abductée
qui a retrouvé un implant dans son urine. Il y a des implants qui apparaissent aussi sur des radiographies de personnes. Et ça, c'est un fait. J'ai vu ces radiographies, j'ai parlé avec des personnes qui ont eu ces implants. Donc ça, c'est clair, ça paraît être des choses qui sont liées au système nerveux, donc à la fois pour faire un espèce de tracking et à la fois pour susciter des émotions et tout ça. Mais les implants éthériques, c'est quoi? Comment ils se présentent et tout? Vas-y, ça c'est hyper important parce que c'est vraiment, personne ne définit ce que c'est. C'est un peu la même chose, sauf que c'est éthérique. En général, à ce que j'en sais, ça va avoir la forme, une forme éthérique plutôt c'est genre plutôt petite araignée. C'est-à-dire quelque chose qui a des tentacules ou des ramifications, hein, qui va s'implanter dans le système énergétique, très souvent proche des chakras, proche de zones sensibles. Mais les implants semblent être très divers aussi, hein, dans leur fonction. Donc il y a la fonction de tracking, hein, je pense que tu veux dire la fonction un peu GPS, hein. Exactement. C'est-à-dire que l'entité qui vient sur le plan physique, il faut comprendre que c'est pas si facile que ça de descendre, et elle ne peut le faire que pendant un certain temps, hein. Donc c'est un état de translation. Voilà, de manière générale, un état de translation. Sur chaque plan d'existence, la plupart des êtres peuvent descendre sur le plan en dessous. Le plan au-dessus, c'est beaucoup plus difficile, voire presque impossible. Enfin, ça demande tout un travail. Quand la translation, ben, je répète juste, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'être devient invisible pour nous, peut se déplacer dans l'espace comme il veut, et lit en nous un livre ouvert de manière télépathique. Voilà. Donc, cette translation, il y a une espèce d'effort aussi temporaire, parce qu'il faut qu'elle retourne sur son plan. Eh bien, la fonction de tracking, le GPS, va faire que si une victime a été repérée, eh ben, l'implant va faire que lorsqu'elle va descendre en translation dans le plan physique, eh ben, elle va repérer facilement sa proie. Voilà, hein, GPS, elle va la repérer directement. Une autre particularité, c'est mais tu l'as évoqué, c'est comme pour les implants physiques, mais c'est la récurrence. C'est-à-dire que l'objectif, si par exemple on reprend la jalousie, ben, il s'agit qu'il y ait de la jalousie, toujours plus de jalousie, que la personne continue à produire. C'est du fermage, quoi. C'est de l'agriculture. C'est pas de l'agriculture, le terme n'est pas juste. C'est de la culture. Ce sont des programmes qui vont influencer la psyché pour qu'elle reste dans cet état. Ça peut être ajouté avec des inductions mentales, qui est quand l'entité est descendue sur le plan, ça va être, comme dit la jalousie, tu as vu, regarde ce qu'elle fait, vérifie ses téléphones, va voir, je suis Des pensées sûr, personne intrusives, ne en te fait. trompe. Pardon? Des pensées intrusives, en fait. C'est ça. Donc voilà. Donc les pensées intrusives, ça va être plutôt une action directe. La plupart du temps, c'est comme ça qu'elles vont agir de manière directement. Et les implants le but des implants, c'est créer soit des blocages de libérateurs. On ne veut pas que le bétail s'échappe, hein. Donc si la personne a peut-être des capacités qui pourraient être intéressantes sur le plan d'une libération de son être ou de libération d'autres êtres, hein, on va pouvoir chercher à éteindre, à neutraliser autant que possible ces capacités-là. Et donc l'implant, par exemple, de la jalousie, ça va être quelque chose qui va encourager la production de cet état particulier, et en essayant d'aller toujours, voilà, toujours plus loin, quoi. Mhm. Oui. Et comment les autres entités, les entités issues de nos rêves, les entités que l'on crée quelque part, comment elles extraient le louche?
C'est pas, à mon avis, c'est pas une. C'est la question. Je pense qu'elle est différente. C'est pas ces entités. Elles ne cherchent pas. Elles vont pas forcément. Voilà. Ce sont des entités, on va dire, qui vont être plutôt euh, manipulatrices. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir influencer certaines personnes dans le physique, qui vont, par exemple, créer une religion ou créer une forme de fanatisme pour telle ou telle chose ou telle personne, tel ou tel être. Et il faut un grand nombre de personnes, hein, là c'est de l'industriel, hein, un grand nombre de personnes qui va émaner des pensées de dévotion. Je donne mon énergie, voilà, je prie. Hein. C'est toute cette notion dont tu parles aussi de sauveur externe. Hein. C'est le sauveur externe, bah voilà, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on va croire que on va bientôt être sauvé, et puis on met toute sa foi dedans, on met sa ferveur. Et donc ces énergies de ferveur, voilà, voilà, qui émanent, sont récupérés et vont faire grossir hein, ces égrégores. Et, les égrégores peuvent être utilisés par les entités aussi. C'est-à-dire que là, il y a des clés par rapport au maintien de la matrice, quoi, des programmations d'asservissement de l'homme à des buts de productivité, de louche, hein, donc d'énergie. Parce que cette énergie, certains s'en régalent comme une drogue. Lorsque c'est fait de manière quasi industrielle avec les implants, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs entités et il y a la récolte qui se fait. Donc avec les implants, l'entité descend sur le plan, GPS, elle repère sa proie, elle retire l'implant, elle récupère ce qui l'intéresse, elle remet l'implant avec d'éventuels nouveaux petits réglages, hein, des petites mises à jour, parce que des choses, on sent bien que des choses ont changé, la personne a des doutes de ci, de ça, on essaye de modifier pour toujours aller dans le sens de la production qui les intéresse, quoi. Et cette énergie même, là, peut être, sur les certains plans, peut être stockée, en quelque sorte revendue aussi comme échange. Voilà, c'est du business. C'est du business. C'est pas, c'est pas volontairement pour détruire l'humanité, puisque on va pas détruire le troupeau qui rapporte du lait ou de la viande, quoi. On veut que le troupeau soit suffisamment en capacité de produire ce qui nous intéresse, hein, pour la vache, le lait, mais on veut pas qu'elle s'échappe du troupeau. Et on va faire en sorte qu'il y ait du lait, du lait, du lait, quoi. Mhm. Alors que les autres entités, c'est un petit peu différent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a il y a différentes classes et il y a différents niveaux aussi d'intelligence et de relations, quoi. Hein. La- le fait d'entraîner les gens dans des religions, et voilà, c'est encore un autre type de rapt d'énergie à des fins de maintien d'une matrice d'exploitation, quoi. Voilà. En fait, on pourrait dire que l'être humain n'arrête pas d'émaner des choses hein, sur le plan émotionnel. Notre journée se passe, il n'y a pas une journée qui se passe ou qui est quelque chose au niveau émotionnel. On va dire des énervements ou des choses de ce type-là. On n'arrête pas d'émaner et de nourrir de manière, pour nous, complètement anarchique, mais c'est plus ou moins organisé, suivant qu'on soit plus ou moins interféré, bien sûr. Et il y a vraiment un problème là. L'être humain, tant qu'il va agir comme ça, en, comment dire, en, se, en considérant que l'extérieur de lui est son maître, il va y avoir un problème. L'extérieur de lui est son maître, dans ce sens où, par exemple, ça va loin. C'est par exemple la personne qui dit quelque chose qui va m'énerver, je m'énerve, je crois que je m'énerve hein, parce que je décide de m'énerver. Ben non, je suis sous l'influence de l'extérieur. Mais en fait, je me laisse influencer. Il y a une forme de faiblesse, de, de petitesse, de fragilité comme ça chez l'être humain qui fait que il est soumis sans arrêt à des réactions
émotionnelles qui sont encouragées. Elles sont notamment encouragées, par exemple, dans la société aussi, très largement. Société influencée, comme tu l'expliques très bien, par des systèmes de matrices et d'entités à plus haut niveau. On ne te vend pas une voiture en te parlant de ses caractéristiques techniques, pratiques, qui pourraient être utiles pour toi. On te vend du rêve. On te montre une voiture dans un beau coucher de soleil avec une belle femme ou un bel homme, je ne sais pas. On te vend du rêve et on te dit, si tu veux être heureux, il faut que tu aies cette voiture. Et Mhm. c'est quasiment pareil pour tout. C'est-à-dire qu'on va chercher la clé de son bien-être vers l'extérieur, dehors. En fait, parce que dehors, et il y a des gens qui veulent nous vendre des choses. Et leur survie économique dépend de cette ignorance que nous avons de croire que le bonheur va sans arrêt se trouver à l'extérieur. Je serai heureux quand j'aurai ceci, je serai heureux quand j'aurai cela. Donc ça aussi, ça en fait partie. En fait, le sujet là, de notre entretien, là, on pourrait en fait, c'est la question de l'émotion. Qu'est-ce que c'est? C'est pas anodin d'avoir des émotions. Il y a tout un monde, il y a des mondes, il y a des choses qui se passent derrière ce phénomène. Et on pourrait parler, mais voilà, on va en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, par rapport à ça? Mais Donc, c'est, ouais, donc vas-y. ces entités sont derrière tous les concepts de sauveur externe, derrière les religions. Donc, je dis pas que c'est faux les religions, mais je dis que c'est des enseignements réels, comme le message du Christ, qui ont été tronqués. Ces entités sont derrière le tronquage de ces enseignements, par exemple. Elles sont derrière aussi le New Age avec tous les concepts de fausse lumière. Elles sont derrière même le cirque de la politique. Elles sont derrière tout cela pour qu'on donne pour qu'on donne littéralement notre énergie. Et on peut même penser que des apparitions mariales, par exemple des apparitions de personnages religieux, soient le fruit de ces entités ou d'égrégores liés à ces entités qui sont utilisés pour vampiriser notre énergie, pour vampiriser notre louche. Voilà, je considère personnellement ça même comme une certitude, quoi. Euh, L'utilisation de messages et de notions et le travail qu'a fait des êtres importants, comme Jésus, par exemple, et voilà, est récupéré, transformé. On voit bien comment il a été récupéré par l'Église, mais et derrière l'Église, il y a un égrégore, il y a des systèmes hiérarchiques. En fait, ce sont des systèmes hiérarchiques, c'est pas, qui utilisent tout ça. Hein. Système hiérarchique, le peuple en bas, les esclaves, hein, et puis au profit de certains éléments au sommet de la pyramide, quoi. Donc, dans l'Église, tu vas avoir le soi-disant représentant de Dieu sur terre, tu vas avoir le pape, mais derrière, il y a aussi justement ces jeux d'égrégore, ces jeux d'entités. Voilà. Bon, c'est il y a c'est toujours, mais c'est toujours basé sur l'exploitation de la naïveté humaine et le fait que l'être humain se pense faible et qu'il a besoin de quelque chose dehors, soit pour son bonheur, soit pour s'accomplir, soit pour avoir je ne sais pas, une meilleure vie après la mort, ou voilà, son bien-être dans le quotidien. Ça va toujours être cette, euh, cette tendance-là qui va être exploitée et qui est très, très, très fortement ancrée et encouragée, quoi. Et question que je pense qui est intéressante. Tu disais que l'on crée des entités quand on rêve, mais plus généralement, qui a créé toutes ces entités? Est-ce que c'est des entités qui ont été générées, parce que j'aime pas utiliser le mot créé par le démiurge, le diable qui s'est coupé de la source, ou est-ce que c'est nous qui avons généré ces entités par nos peurs? Et nos Bah, c'est peurs là qu'il y a, qui ont pris oui, une autonomie, en fait, et tout ça, et qui sont devenus des tulpas. c'est là qu'il y a deux grandes, moi je vois deux grandes catégories.
Il y a donc ces entités qui n'ont pas de vie en elles-mêmes, qui sont produites par les émotions de l'être humain au cours des siècles et des millénaires, et qui ont acquis une certaine autonomie. Ça, c'est vraiment très curieux, cette notion d'autonomie, hein. On projette comme ça des émotions, et ça peut être difficile de concevoir que ce qu'on a créé là, avec d'autres personnes aussi, plusieurs, on a été plusieurs à nourrir avec cette émotion cet être qui puisse avoir une certaine autonomie. Mais on le voit bien dans notre vie de rêve. Les personnages ont l'air autonomes et ils vivent dans nos têtes, dans nos rêves. Voilà. Et il y a une certaine autonomie. Et plus il y a de nourriture, hein, donc des flux qui va renforcer cet être par la pensée, par les émotions, plus il va y avoir de puissance de manifestation, alors qu'en fait, c'est du vent. Il y a pas de, il y a pas d'âme, comme on pourrait dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence en elle-même. C'est quelque chose qui peut vraiment être détruit, déstructuré. Ça, c'est une chose, mais il y a d'autres types d'entités. Ma perception du monde est que la Terre, on se la partage à deux races, la race éthérique et la race physique. Et il y a d'ailleurs même de fortes chances, et c'est la théorie de certains, et j'ai tendance à pencher de ce côté-là, la race humaine a été créée par la race éthérique. Mais la race humaine a évolué de telle sorte qu'elle a pu incorporer aussi une âme à un moment donné, hein, à force d'élaboration génétique. Et là maintenant, elle veut son autonomie. Nous voulons notre autonomie par rapport à ces êtres. Tu Mais ils penses qu'ils nous estiment, ont créés ou génétiquement modifiés? oui, euh, génétiquement modifiés avec d'autres êtres qui ont créé les bases, qui ont terraformé la planète, qui ont donné les bases, on va dire, de la vie biologique, hein, les cellules, la vie sous-marine, tout ça, toute cette évolution. Mais eux, voilà, c'est des créateurs, ils sont partis et ils ont laissé des gestionnaires. Hein. Ils ont laissé, il y a des grâces. Les êtres éthériques, de manière à un fort pourcentage, vivent sur leur plan dans notre sphère éthérique et vivent très bien et n'interfèrent pas chez nous. C'est important aussi de le dire. Il y a des êtres fantastiques, il y a des êtres merveilleux, même ça peut paraître bizarre, hein, des reptiliens, des draconiens, des choses comme ça. Mais en fait, c'est la question de l'interférence Hmm. plus ou moins illégale, on pourrait dire, et de l'abus qu'il y a de la part de certains de descendre sur notre plan et d'abuser de la situation. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. Oui, oui, absolument. Absolument. Il y a beaucoup d'entités qui sont, en tout cas, une partie des entités qui sont neutres, même positives. Mais le gros problème, c'est les entités négatives, comme tu dis, qui interfèrent, qui manipulent, qui cassent notre libre arbitre ou détournent notre libre arbitre quelque part. C'est ça, c'est ça. Et Oui, c'est là où on va arriver vraiment à quelque chose de très intéressant. Il y a la matrice, moi, à titre personnel, je vois ça comme une espèce de simulation géante, mais une simulation un petit peu comme dans le film Les Hunger Games, qui est à la fois une simulation comme un jeu vidéo pour vampiriser notre énergie, mais qui est à la fois réel, à la fois physique, et dont on fait partie. Donc, c'est pas une illusion à proprement parler, telle qu'on le dit, puisqu'on en fait partie. Donc, si par exemple, dans cette simulation, on se prend une brique sur le pied, on va sauter tout ça, puisqu'on en fait partie. Donc, cette simulation serait contrôlée par des entités non humaines qui nous contrôleraient un petit peu comme les personnages d'un jeu vidéo, sauf si on prend conscience de tout ça et qu'on fait des thérapies, un travail sur soi, comme la thérapie solaire et tout. Et il y a des éléments qui laissent sous-entendre, qui laissent entendre ça, notamment le fait, par exemple,
que dans un ordinateur, il y a des pixels. Les pixels pourraient être les particules élémentaires. Dans en plus l'univers, il y a des constantes, un petit peu comme dans un jeu vidéo, il y a diverses constantes pour maintenir la cohésion du jeu vidéo. Et il y a d'autres personnes, il y a aussi des arguments en cette faveur qui disent que notre réalité, plus qu'une simulation, c'est comme un aquarium, une ferme, un aquarium qui a été généré de toutes pièces par des entités non humaines, quelque chose qui est quel- un environnement artificiel. Et là aussi, qui est un peu différent d'une simulation, dans le sens une simulation, c'est comme un jeu vidéo, là, c'est comme un aquarium. Et il y a un auteur anglais, par exemple, qui avait écrit il y a quelques années que tout, que tout était sur la base 6 électrons autour de l'atome de carbone. 24 heures la durée d'un jour, c'est c'est 6 fois 4. Euh, le, il y a d'autres choses aussi qui sont liées à 6. Par exemple, un flocon de neige, il y a toujours 6 branches sur un flocon de neige et tout ça. Le 6, on le retrouve partout. Donc, ça serait une espèce de construction synthétique de base 6. Et puis, il montre ça avec la position de la Lune et tout ça, que c'est pas possible que ça soit naturel, que tout cela a été mis en place comme dans un aquarium. Mais dans les deux cas, il y a l'exploitation de notre espèce par d'autres espèces. Quelle serait ta définition de la matrice pour toi? Ben, pour moi, il me paraît évident que le monde dans lequel on est une réalité. Alors, c'est peut-être toujours relatif, et voilà. Mais c'est une réalité, comme tu dis, on la vit avec nos sens. C'est un plan de réalité. Il est logique que, comme tout plan de réalité, il y ait des règles de fonctionnement. On pourrait dire des règles mathématiques, géométriques, des règles d'une intelligence organisatrice très poussée et très grande. Et pour moi, c'est une création. C'est une création de l'esprit. C'est la création des esprits, en fait, des êtres que nous sommes en réalité sur le plan de l'esprit. Hein. Le monde physique, le monde astral, avec les entités, le monde de l'esprit. Nous sommes des esprits incarnés dans des corps, n'est-ce pas? Et influencés par le monde astral. Mais nous sommes appelés à devenir des créateurs un jour, de pouvoir aller à l'autre bout de la galaxie, de découvrir une planète qui peut être intéressante sur le plan de la terraformation et de créer, parce que l'esprit aime créer, de créer des formes de vie, des fonctionnements avec une richesse infinie. Imaginons, c'est extraordinaire, si on imagine qu'on voudrait simplement créer une simple fleur, n'est-ce pas, qui n'est pas qu'une fleur dans sa forme, mais qui a il y a toute une écologie de fonctionnement pour que la fleur puisse être la fleur, quoi, hein. Donc, créer des systèmes de vie, pour moi, c'est une activité non pas d'un Dieu, mais d'être éternel, immortel, dont nous faisons partie. Sauf que certains créent des systèmes de vie pour les exploiter. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que le système, pour moi, au départ, la planète Terre, c'est c'est un support de manifestation très intéressant. Il y a eu un travail génétique, n'est-ce pas, au niveau de l'espèce biologique que nous sommes, hein. J'ai Oui. passé par le singe, et à un moment donné, la subtilité et la richesse biologique avec le travail génétique a permis l'incorporation de l'esprit que nous sommes. Donc, on a deux évolutions. On a l'évolution de l'espèce biologique, on va dire horizontale, et il y a l'évolution que cherche l'esprit en s'incarnant dans l'avatar de ces corps. Et
l'intérêt de ça est très grand pour l'esprit. On pourra parler pourquoi il fait ça. Donc au départ, on va dire au départ, il y a un grand intérêt pour l'esprit de s'incarner dans un système comme la Terre à des buts d'accroissement de sa propre évolution, de sa propre puissance d'être. On pourra essayer de développer pourquoi, voilà, mais ça me ferait dériver dans le déroulé de l'explication. Donc, il y a cette création et il y a ce monde éthérique aussi. Et il y a eu, on va dire, il y a eu des problématiques qu'on va retrouver dans beaucoup de mythologies. On parle de la notion de chute ou de la séparation de l'esprit, la coupure de la source. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'univers qui est il est libre l'univers. Hein. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas un Dieu qui est là, qui va sanctionner, qui va décider tout. Mhm. Il y a des êtres éternels, immortels, qui essayent de gérer les choses aussi. C'est un univers, j'ai l'image d'un univers très, très, très vivant et très, voilà, dans le sens de l'évolution. On fait des tentatives, on essaye, voilà. On le voit bien par rapport aux manipulations et aux évolutions génétiques qui ont été faites avec l'espèce humaine ou autre, quoi. Et donc, à un moment donné, il y a eu cette alors, chute, il y a des connotations religieuses, voilà. Il y a eu une rupture quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a permis ces interférences de ces entités. Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que on a le nez dedans, hein, on va dire, on est dans la merde avec ces entités. C'est un vrai problème. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait quasiment pas de guerre, on n'aurait pas autant de conflits, on serait bien plus heureux. Mais c'est un aiguillon extraordinaire, parce que comme tu dis, il y va quasiment de notre survie, en tout cas de notre bien-être, de nous débarrasser de ça. Et pour nous débarrasser de ça, il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance vers plus de maîtrise pour retrouver notre souveraineté, pour retrouver ce que c'est un être humain vraiment droit dans ses bottes. Il faut qu'on sorte dans une espèce d'enfance, adolescence, où on est dans une forme de naïveté et d'illusion. On est obligé de grandir. Et à un moment donné, si l'être humain, il croit, s'il arrive à une plus grande maturité de son être, eh ben, ces interférences ben, ne pourront plus avoir lieu, puisque c'est une question de niveau vibratoire, ça on le sait aussi. Donc, pour moi, c'est un problème qui est temporaire sur cette planète, et puis il y en a sur d'autres aussi, mais ça n'a pas été une finalité de construire un espace dans lequel on va emprisonner des êtres pour les exploiter. Voilà, on va dire, il n'y aurait aucun espoir dans cette situation-là, quoi. Ouais. D'accord. Et justement, euh, tu as mis au point donc les techniques solaires. Il y a des gens comme des gens qui ont mis au point des techniques d'hypnose régressive, ésotérique, d'autres qui ont mis au point des techniques de soins énergétiques et tout ça pour aider, pour donner l'impulsion, pour faire partir les entités. Mais d'après un thérapeute norvégien, Are Torensen, ces entités s'adaptent dans le sens où lui-même a mis au point pour soigner des animaux, puisque c'était un vétérinaire à la base, puis après qui avait des dons de clairvoyance, et pour soigner des animaux, il a mis au point des techniques pour faire partir les entités. Et il s'est rendu compte que ces techniques fonctionnaient, et il voyait les entités partir, puis au bout d'un certain temps, elles ne fonctionnaient plus. Les entités s'adaptaient, un peu comme un microbe qui s'adapte aux médicaments. Là, les entités s'adaptaient, donc il a été obligé d'innover, de changer sa technique, puis après, les entités sont à nouveau adaptées. Donc, c'est toujours avoir un temps d'avance
sur l'entité, parce que quand, quand il y a des techniques même pour essayer d'augmenter notre vibration, on travaille sur soi et tout, les entités semblent s'adapter à ça. Donc, c'est toujours avoir une longueur d'avance. Et c'est ça le problème avec beaucoup d'hypnose régressive ésotérique, c'est que c'est toujours les mêmes protocoles et tout. Donc, pour moi, au bout d'un certain temps, les entités vont s'adapter, puisque dans ma recherche, et je pense aussi dans ta recherche, on se rend compte qu'on a affaire à des formes de vie intelligentes dans le sens avec de l'intellect, pas forcément avec de la conscience, mais avec beaucoup d'intellect, donc qui sont capables de s'adapter. C'est beaucoup plus que des machines traditionnelles, comme beaucoup le disent et tout ça. Elles sont capables de s'adapter. Et ça m'a été confirmé par une médium dont je ne dirai pas le nom, mais très impressionnante, justement, qui perçoit les entités et qui a confirmé ça. Donc, toi, dans dans tes techniques, est-ce que tu es confronté à ce phénomène d'adaptation des entités? Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Certaines de ces entités ont une très grande intelligence, ont une longueur d'avance sur l'étude énorme, hein, sur des centaines, des milliers d'années sur l'étude de l'humain et et s'adaptent, quoi. L'exemple que tu donnes avec le vétérinaire, je peux le comprendre très bien puisqu'il y a une action sur l'animal qui est faite par l'extérieur. L'animal n'a pas le moyen par lui-même de se libérer de ces entités. Donc, les pauvres, il faut les dégager et puis ça va revenir. Voilà. Le cas de l'être humain est, est différent, je pense, dans le sens où c'est quand c'est lui-même qui va pouvoir gérer la propre vibration. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant, très vigilant, parce qu'il peut y avoir divers pièges à beaucoup de niveaux différents. C'est-à-dire que l'entité va chercher les failles. Il va chercher les failles. Et s'il y a dans quelqu'un qui s'est monté en vibration, et s'il a laissé quelque chose dans un placard, s'il a par exemple un orgueil caché, il veut briller, il a besoin de reconnaissance, par exemple, eh ben, c'est une faille par laquelle l'entité peut s'infiltrer, pas forcément donc directement, mais va pouvoir influencer d'autres personnes pour lui faire, je sais pas moi, pour lui faire du violon et pour l'entraîner dans des directions qui vont l'empêcher finalement de faire son travail. C'est même des choses qui me sont arrivées il y a quelques années. Il y a, bon, mais ce que je constate, peut-être que ça peut changer, ça va se faire. L'être qui est capable d'élever son niveau vibratoire, et c'est quelque chose qui est sans fin, je veux dire, quand on commence à travailler avec ça, à être capable de le faire, ben voilà, ça continue, c'est exponentiel, quoi. Et donc les attaques, pour l'instant, ce que je vois, vont se faire par des êtres plus influençables à l'extérieur qui vont essayer de détourner la personne, vont essayer comme ça, mais pas directement, parce qu'il n'y a pas, lorsque le niveau vibratoire est suffisamment élevé, c'est structurel, et il n'y a pas, elles ne peuvent pas pénétrer. En fait, la question, le problème, elle est simple. C'est comme pour l'animal, mais prenons plutôt un être humain. Il est interféré. Il y a je les appelle des totoches, hein, voilà. Il y a des totoches qui l'interfèrent. Il y a un travail, par exemple, d'hypnose régressive ou un travail de type exorcisme ou un travail énergétique ou quelque chose, moi, je pourrais faire, par exemple, une transmission de lumière-énergie. S'il y a des clairvoyants qui voient ce qui se passe, ils voient directement les entités décoller immédiatement parce que la vibration, c'est pas possible. C'est structurellement pas possible. Et ça, c'est donc une chose. Mais si la personne, voilà, et c'est toujours la même question, ne sait pas le faire elle-même,
Mais à un moment donné, puisqu'elle a été interférée, donc il y a des failles. On lui enlève, mais si la faille n'est pas bouchée, fermée, il n'y a pas cette capacité elle-même de monter en vibration, ben, soit les mêmes entités vont revenir, soit ça va en être d'autres. Et puis effectivement, il peut y avoir des mises à jour diverses et variées, quoi. Mais je n'ai pas vu en termes de mise à jour par rapport à monter en vibration directement, ça je n'ai pas vu. Mais manipulation mentale, influence, des tentations de contrat, des choses comme ça qui peuvent être faites comme ça, qu'on évolue spirituellement, là, il y a des choses qui sont possibles. C'est-à-dire que la vie, tant qu'on est dans la matrice, là, il faut être vigilant. Ça, c'est évident. Donc, oui, les entités peuvent faire des mises à jour, mais l'être humain aussi. Il peut monter en puissance. Oui, c'est toujours avoir une longueur d'avance, en fait, sur ces entités. Mm, mm. Ouais, ouais. Et comment tu procèdes dans ta méthode pour toujours avoir une longueur d'avance sur les entités, pour que les gens que tu suis aient toujours une longueur d'avance sur les entités? Ben, on est en plein dans le sujet puisqu'on a vu que ce qui intéresse les entités, c'est nos émotions. Voilà. Et l'être humain qui ne travaille pas sur lui ou qui n'a pas découvert une pratique fondamentale, laisse un peu rentrer en lui n'importe quelle pensée, va réagir à des émotions, ou si par exemple il va arriver à monter en vibration, je ne sais pas moi, au cours d'un stage, allez, il va être bien pendant quelques jours et après ça va redescendre parce qu'il n'arrive pas à maintenir un état d'équilibre, un état vibratoire d'équilibre suffisant pour être centré, mais centré vraiment dans ses centres fondamentaux, quoi. Dans ce sens-là que j'entends le mot centrage. Alors, qu'est-ce qui se passe? La plupart des chercheurs, et je suis persuadé qu'à 99% des gens qui nous écoutent en ce moment, ont compris tout à fait le problème de l'émotion, ont compris tout à fait ce qu'il faudrait faire. Par exemple, il faudrait que j'arrête de m'énerver pour telle ou telle chose. Il faudrait que j'arrête tel ou tel comportement. Il faudrait que j'arrête d'être une éponge par rapport à la souffrance de l'autre, ce qui me plombe complètement. Il faudrait que je sois capable de n'avoir que les informations, si je suis thérapeute, de la problématique de l'autre, sans en être affecté, sans en être diminué, sans en être plombé, sans prendre peut-être même des éléments de la problématique. Donc, la compréhension est essentielle, mais on n'a pas la force très souvent. On veut le faire et puis soit on n'y arrive pas, on essaye, on essaye. Et la vie peut passer comme ça, à essayer, on avance, on va peut-être avancer, progresser doucement, on va faire des petits à-coups, mais on ne va pas assister, si on ne découvre pas une pratique fondamentale, à une stabilisation justement de notre vie émotionnelle. Un véritable état d'être dans la sérénité intérieure. Alors je m'explique tout de suite. Un véritable état de sérénité intérieure, ça ne veut pas dire que l'être là incarné est tout le temps dans un état de sérénité. Mais ça veut dire qu'il a une forme de potentiomètre, là, qu'il a cette capacité de monter en vibration dès qu'il sent qu'il est en train de baisser. Parce que dès qu'il baisse, les interférences deviennent possibles. N'est-ce pas? Donc, hop, j'augmente. Et tout simplement, je me rends heureux parce que je deviens autonome au niveau de mes émotions. Mais là, il y a donc comment ça se passe, comment est-ce que c'est possible? Il y a ce qu'on croit, ce qu'on comprend comment il faudrait faire, mais je n'ai pas la force de le faire. J'aurais peut-être la force, mais à chaque fois, je pense à autre chose. Et puis, il y a ça qui m'attire, et puis il y a ça. Et je remets au lendemain, hein, je procrastine, je sais ce que je devrais faire, je ne vais pas le faire. Là, on a des forces de dilution, hein. On a une forme de pollution et d'interférence aussi. Je sais ce que je devrais faire, mais voilà, j'y arrive pas. Je suis appelé par un tas de petites lumières autour de moi, hein, de ma vie, qui font que d'abord ci, d'abord ça, et je verrai plus tard. Et finalement, on avance. Si on avance très peu.
C'est pour ça qu'il faut accompagner cette compréhension, ce qui est évidemment absolument nécessaire, avec une fonction qui va nous permettre de nous donner la force de réaliser ce qu'on a compris de faire. Et là, la clé, pour moi, elle est énergétique. C'est le mélange d'un savoir-faire énergétique marié à la compréhension, à l'intuition, à l'intelligence de l'être humain. Le travail énergétique va permettre une accumulation énergétique dans les centres, si on parle de pratiques fondamentales. Et la particularité de ces centres, c'est qu'ils stockent l'énergie. Ce n'est pas une énergie qui monte, qui brille, qui descend, qui se perd. C'est une énergie qui s'accumule. Parce que c'est une énergie qui n'est, on va dire, qui n'est pas de ce monde. C'est l'énergie, c'est le prana. Quand je dis pas de ce monde, c'est qu'elle est en relation avec les mondes de l'esprit, on pourrait dire les mondes de lumière. Et donc, cette énergie de vie va pouvoir enrichir les centres qui sont en même temps, comme ils sont les graines de l'esprit qu'on est, ils sont en même temps comme des programmes qui vont se développer. On a tout en nous. Ça a toujours été dit par les grands, n'est-ce pas, les grands maîtres, les grands initiés. Et c'est incroyable comme ça a été détourné, mais ça, on a tout en nous. C'est-à-dire que si on se retourne vraiment vers l'intérieur, on arrête de chercher à l'extérieur, au lieu d'avoir ce mouvement où on va comme ça vers l'extérieur, ou s'ouvrir à des forces. Je m'ouvre à des forces. C'est la même chose. Il y a cette interaction avec l'astralité. Il y a la génération d'une force interne où on avons, nous, êtres humains, dans notre partie spirituelle, tangible, j'essaye de trouver des mots autant que possible, on a cette possibilité de croissance et de déploiement. Et donc, les centres sont, donc je parle du centre du cœur ou du centre psychique, il y en a un troisième dans le ventre, ont cette capacité de grandir en énergie et à un moment donné, passant un certain cap, l'être se rend compte qu'il a changé et que certains énervements, on parlait des énervements, ne sont plus possibles structurellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de lutte contre le négatif. C'est pas il faut que j'arrête de m'énerver, je ne suis pas encore arrivé. Il n'y a pas une guerre yin-yang, il n'y a pas une guerre horizontale. C'est une montée vibratoire. Donc c'est une forme de, on pourrait dire, de transcendance ou de la vision de l'aigle. C'est un peu faible comme formule, mais il y a cette élévation vibratoire qui fait qu'on s'élève au-delà du conflit et qui nous relie à notre être spirituel. Et cette accumulation énergétique, liée aussi à la pratique solaire, il y a une élévation au niveau émotionnel, il y a un travail au niveau émotionnel d'autonomie, c'est la découverte et le développement de l'autonomie émotionnelle. Ça, c'est une grande richesse. J'aimerais bien qu'on en parle, si tu veux, Est-ce parce que que tu c'est peux préciser? Oui, justement, c'est ce que j'allais te demander parce que c'est très intéressant. ça. Lui, l'autonomie émotionnelle. Et autonomie émotionnelle et mentale. Il doit y avoir un travail, je vais en parler de l'émotion, un travail au niveau physique, ou monter en vibration au niveau physique, monter en vibration au niveau éthérique, énergétique, monter en vibration au niveau émotionnel et monter en vibration mentale. Si toutes les parties de l'être arrivent à monter en vibration en même temps, c'est ça la pratique solaire, c'est ça l'art solaire. Et là, toutes les mises à jour, à mon avis, seront obsolètes parce que l'être s'élève dans une force et une puissance intérieure voilà, pour moi, dans le siècle qui vient, je ne vois pas de mise à jour possible à ce niveau-là. Mais bon, on ne sait jamais, on en reparlera peut-être. Oui, donc qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Donc là, on parle de la pratique solaire, la pratique du cœur. Donc il y a une respiration consciente qui permet de capter l'énergie, le prana. La respiration non consciente ne capte pas le prana, avec une direction vers le centre. Ça, c'est la première étape. Il y a un travail mental
qui est des affirmations qui vont dans le sens de ce travail et dans le sens de l'affirmation de l'esprit que nous sommes. Et donc, tu m'invites à parler du côté émotionnel, qui est vraiment notre thème d'aujourd'hui. Oui, très intéressant. Voilà. La plupart du temps, j'ai une émotion, n'est-ce pas? Nous avons une émotion en réaction. Je te dis quelque chose de sympa, ah, tu vas avoir un petit sourire, hop, tu as une réaction. C'est normal. Je te dis quelque chose de, hein, je te fais une pique, je te mets un truc pas sympa, bouf, tu vas en ressentir l'impact. Et si j'ai vraiment pas été gentil, ça va te travailler, tu auras envie de me répondre, tu peux traîner ça des heures, voire des jours et des semaines. Hein, c'est bien ce qu'on voit. On voit que l'émotion, c'est une force qui pénètre dans notre système. Elle rentre par nos sens, hein, elle rentre par nos sens dans notre structure. Et le plus simple à comprendre, c'est la colère, quoi, parce que c'est une des plus évidentes, quoi. On va sentir quelque chose comme une boule dans le ventre, hein. Oui. Ça nous travaille, Au quoi. niveau du chakra, au niveau du ventre, chakra du ventre. Voilà, au niveau du ventre. Et là, on commence à ruminer, quoi, hein. Ah, ça travaille, ça travaille. Si on n'arrive pas à dissoudre ça, et une fois que c'est rentré, c'est très difficile à dissoudre. Alors, on sort du jeu, on essaye de se calmer, mais ça travaille, ça travaille. Si ça continue à travailler, ça monte ça monte plus haut, hein. Ça monte au niveau de la poitrine, dans la sphère émotionnelle, hein, la poitrine, les poumons. Et là, on est dans des émotions déjà, c'est devenu c'est comme un gaz qui est monté, et on a envie de, voilà, ça devient plus puissant, ça nous pénètre, ça nous travaille, ça nous rend faibles, ça nous rend malheureux même, hein. On n'est pas bien avec cette énergie, c'est pas bien, c'est pas bien. Quand ça monte plus haut, à la gorge, et ben là, à la gorge, hein, chakra de la gorge, l'expression, alors là, c'est là qu'on va exploser et on veut se débarrasser de cette charge émotionnelle. Et là, c'est magique. Effectivement, on peut sortir la charge tu pourrais me répondre, écoute Roland, c'est vraiment dégueulasse ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Voilà. Sauf que le problème, c'est que moi, je prends une charge, et puis ça me travaille, et puis je vais dire, mais écoute, Paul, t'exagères, hein. Voilà, et ainsi de suite, hein. Oui, c'est le conflit en fait. C'est le conflit. Tu rajoutes à ça les totoches, les entités qui ont tout intérêt à ce qu'on se dispute, et vont mettre des pensées induites. Et moi, je vais penser, putain, Paul, vraiment, il assure pas, c'est dégueulasse. Et toi, tu vas penser, ouais, mais Roland, c'est pas ce que je croyais. Là, 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 hein. Et le petit ronron, et voilà. Ça, c'est typiquement tout ce processus-là. Là, on l'a amené au paroxysme, hein, dans la dispute, parce que là, les entités, elles récupèrent tout ça, bien sûr, hein, on en a parlé, hein. Si elles arrivent à faire en sorte qu'on se dispute, ben, c'est un régal. Voilà, elles sont contentes et vont essayer d'encourager autant que possible. Donc, parce que ça va magnétiquement attirer tout de suite, hein, l'énergie de colère, automatiquement, il va y avoir les entités intéressées par ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé rentrer dans nos corps, hein. Si on imagine qu'on est une espèce d'ovoïde, on a laissé rentrer l'émotion dans notre système. On ne l'a pas vu arriver, on a eu l'impact. Et on est en réaction. La plupart des psychologues parlent de ça, on est en réaction. Or, il faudrait une action. Mais comment est-ce possible? Pourquoi ça a rentré? Parce que il y a une forme de faiblesse de nos filtres de conscience. Je m'explique, on pourrait imaginer une gaine, hein, on pourrait parler du corps éthérique peut-être, hein, un peu comme la Terre qui a un rayonnement électromagnétique qui la protège des rayons cosmiques, si je ne dis pas de bêtises, bon, je ne suis pas physicien, hein, mais on a euh, une couche protectrice qui, dans la fonction, serait de filtrer ce qui rentre en nous. Or, elle est très très faible chez l'être humain, elle n'est pas développée. Surtout chez les personnes qui se disent extrêmement sensibles, hein, les personnes qui sont des éponges et qui ressentent
ce que ressentent les autres et directement. Les animaux sont comme ça aussi, hein. Ils ressentent directement l'émotion humaine quand ils sont à côté. Voilà. Et le travail de renforcement euh, énergétique rétablit les structures, c'est une croissance, c'est un développement, et notamment rétablit cette, cette couche, voilà. Couche qui permet, lorsqu'elle est poreuse, qui fait aussi les clairvoyances, hein, non désirées, non voulues. Il y a des gens qui voient des choses qu'ils n'ont pas envie de voir et n'arrivent pas à contrôler. Euh, voilà, il y a ces phénomènes de porosité, hein, de cette membrane. Donc, un travail de renforcement énergétique rétablit, redonne de la santé, de la consistance. Quel va en être le résultat? Ça va être plus de présence d'esprit. C'est-à-dire que ça agit comme un filtre. Et si tu développes ça, tu as une information négative dont tu prends conscience, ça peut être un résultat de tes enquêtes, hein, ou quelque chose qu'on va te dire directement, ça se présente à toi et une information, elle est importante. Tu viens en cours de lever un lièvre, par exemple, sur la manipulation des archontes, hein. Bah, c'est pas sympa, mais tu vas pouvoir prendre l'information, mais tu filtres comme tu le veux. Tu es présent, tu es conscient, c'est-à-dire tu vois l'impact, tu vois le truc en fait avant que ce soit en toi. Et ça te permet de prendre ce qui t'intéresse, c'est ça la maîtrise, et de rejeter le reste. C'est-à-dire, je prends l'information, par exemple par Contich, mais tout le côté anxiogène qui pourrait m'empêcher de dormir la nuit, ben ça, j'en veux pas. Et il y a du coup cette capacité de dissoudre une partie émotionnelle. Ça, c'est la maîtrise psychologique. C'est-à-dire, tu ne laisses rentrer en toi que ce qui te convient. Voilà. Donc, si, par exemple, ta compagne te dit quelque chose, elle va te faire un reproche parce que tu laisses traîner tes affaires, je ne sais pas. Euh, excuse-moi si je tape juste. Eh À un bien, niveau, oui, 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 complètement. non. Eh bien, tu vas, en entendant ça, tu vas dire, tiens, ok, c'est vrai que elle a raison, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle passe derrière moi pour ramasser mes affaires. Par contre, la culpabilité, le mal-être que ça pourrait faire, l'envie de dire, ouais, mais bon, toi aussi, l'autre jour, tu as fait ci, tu as fait ça, voilà, ça, on dissout. C'est-à-dire que tu crées, tu es bien l'artisan de ton bien-être et du bien-être de ton entourage, quoi, aussi. Oui, Alors, ce qui est puisque tu très ne important, rentres ouais, pas dans les pièges de ces entités, le c'est piège ça. de la dispute et tout ça, qui sont liés à ces dysfonctionnements énergétiques et émotionnels. Ouais. Alors, il y a deux choses très importantes à dire, c'est que les psychologues ont fait remarquer à raison qu'il y a un danger dans la non-expression de l'émotion, hein, dans la répression, où tu ne dis pas le truc et tu deviens une cocotte minute. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est le cas, dans notre premier exemple, où la charge, elle est rentrée, tu l'as dans le ventre, tu l'as laissé rentrer. Et là, il faut faire quelque chose pour s'en débarrasser. Bon, il y a d'autres techniques que de cracher son venin sur l'autre, hein. Il y a des manières de libération émotionnelle. C'est vrai, il faut utiliser des trucs, des techniques, hein. Il y en a beaucoup. Mais c'est très différent parce que tu es maître dans ta maison et tu ne laisses pas rentrer n'importe quoi. Et là, ça change tout. Et la merveille, comment tu acquiers ça? Dans la pratique solaire, donc, tu as cette respiration, t'es au top, tu te sens bien, ton corps se régénère, tes énergies se régénèrent. Au niveau mental, tu es centré, tu stimules ton esprit, ton intelligence, ton intuition, et tu travailles ton identification à l'esprit supérieur, à l'être immortel que tu es, à l'esprit que tu es. Et au niveau émotionnel, tu génères un sentiment. Tu génères un sentiment. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit,
où nos émotions sont le reflet ou la réaction de ce qui se passe, qui vient de l'extérieur. Mais si je m'assieds et si je décide maintenant de vivre un moment de bien-être ou même un moment de joie qui va vraiment me mettre en joie, qui va faire que j'ai envie de sourire et d'être vraiment, vraiment bien, eh bien, j'en suis tout à fait capable. En tout cas, ça s'apprend, c'est inclus, c'est une des phases importantes, un des outils importants dans la pratique solaire. Tu apprends à générer ton bonheur inconditionnel. Ça peut aller très mal dans ta vie et tu as justement besoin de te ressourcer et de trouver ton bien-être. Et tu vas toi-même générer l'énergie du bonheur parce que c'est une force et que tu peux la capter parce que nous sommes des êtres créateurs et non pas dépendre des circonstances. Donc là, on peut voir l'énorme atout qu'il y a dans notre vie quotidienne, déjà tout simplement, hein, parce que ton bonheur ne peut plus dépendre des circonstances. Pour être heureux dans le couple, tu n'es pas obligé d'attendre, d'avoir une parole gentille ou amoureuse de ton compagnon, de ta compagne. Tu vas générer, tu veux du bonheur, bah, tu te remplis de bonheur, tu le distribues autour de toi et les choses vont même venir en plus comme une cerise sur le gâteau, quoi. Mais c'est même pas important. C'est la liberté émotionnelle, tout comme il y a une liberté, plus grande liberté mentale. Et voilà, là c'est c'est un des outils de la pratique solaire. Et à mon sens, c'est quelque chose, mais bon sens, si ça pouvait s'apprendre dès la maternelle ou à nos enfants, à générer sa propre joie et arrêter d'être toujours en attente et dans un besoin plus ou moins avide de, de, de nourriture émotionnelle à l'extérieur de nous, ce qui fait qu'on est des êtres complètement exploités. Oui, oui, c'est ça. Et les entités profitent de ce besoin de chercher à l'extérieur pour nous manipuler par des peurs, par même le programme du faux sauveur externe, par tout ça. C'est ça. Et donc, dans un sens, c'est un aiguillon pour nous, pour avancer, pour évoluer. Certes, il faut apprendre comment faire. La pratique solaire, c'est une manière, et il y en a très certainement d'autres, hein. Moi, c'est celle que je propose, mais c'est la recherche de l'autonomie. Et il n'y a pas de relation avec des êtres, des guides, des anges, des dieux. Tu ne t'occupes pas de l'astralité des choses, puisque là, c'est la matrice. Tu génères par toi-même. Et là, en fait, en réalité, par l'intermédiaire de ces noyaux de l'être, hein, de ces centres fondamentaux, tu es en relation avec un monde qui est au-delà de l'astralité, qui est le monde de l'esprit. Et certains parlent là de création d'un double. Hein, il y a Bernard de Montréal, ces gens. Ce terme de double est très intéressant parce que ce développement de ces centres, il y a on pourrait dire, on voit bien qu'il peut y avoir une construction, des constructions énergétiques saines. Il y a comme la constitution d'un enchevêtrement de fibres énergétiques qu'on pourrait appeler un corps de lumière. C'est-à-dire que tu deviens capable d'être dans l'état de fait structurel que ta lumière, elle est captée, elle est installée en toi, elle fait partie de toi. C'est plus de temps en temps j'y suis puis je la perds. Elle fait partie de toi, c'est ton être. Et doucement, tranquillement, tu grandis de plus en plus dans la conscience comme ça de l'être que tu es. Un Hmm. corps de lumière ou le double spirituel, quoi. Ouais. Et cette notion de double, c'est comme une coquille, presque une protection. Oui, mais c'est plus qu'une protection dans le sens où tu n'as plus besoin d'être protégé parce que tu deviens solaire. C'est bien cette connotation de soleil, de solaire, c'est que tu rayonnes, tu brilles et tu as la puissance intrinsèque de ton soleil intérieur. Hein. Dans le soleil, tu sais, si on prend l'image du soleil, tu as ces arcs, hein, tes arcs de lumière. Hein, tu as Oui. des choses qui reviennent et qui
On a expliqué il n'y a pas longtemps que dans le soleil physique, c'est ce qui permet au soleil de s'auto-alimenter. Hein, c'est une genre de fusion nucléaire. Oui, oui, Là, le travail solaire, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher à l'extérieur, d'émaner, d'attendre par l'extérieur, tu te centres centre, sur ton soleil. Et ce que tu fais, c'est que tu travailles le rayonnement qui se retourne vers lui-même et c'est un euh, empuissancement. C'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je l'adore, un empuissancement de l'être intérieur. Et quand on dit puissance, hein, évidemment, c'est pas la puissance, comme si jamais il pouvait y avoir de mauvaise compréhension, c'est pas la puissance de l'ego, c'est la force lumineuse, la force qui est capable, qui nous rend capable d'être vraiment, par exemple, dans la douceur, dans l'intelligence, dans la sagesse, parce que justement, non interféré, quoi. oui, c'est la vraie énergie libre. Et je pense que beaucoup de gens pensent que l'énergie libre, c'est une source d'énergie infinie. Et ça existe. Il y a des systèmes d'énergie libre qui fonctionnent. Je les ai vus fonctionner, mais derrière ça, et d'ailleurs, ça a été utilisé dans certains événements avec les armes à énergie dirigée et tout ça, ça a été inversé, malheureusement. Mais là, on parle de vraie énergie libre, d'un autre niveau de l'énergie libre, l'énergie de soi qui vient de soi, qu'on recycle, qu'on réutilise, qu'on se recharge par nous-mêmes. C'est l'énergie de l'esprit. Si on considère que nous sommes des esprits dans des corps, on en a les traces, les germes qui sont en sommeil, hein, mais qu'on peut activer, réveiller. C'est ça la notion d'éveil, hein, qu'on peut réveiller. On casse la cosse, hein, et on laisse se déployer cette floraison intérieure avec l'accompagnement de notre volonté, de notre conscience, de notre lucidité. Il y a tout dans l'être qui participe, notre intelligence. Il ne faut rien laisser de côté dans le placard. Pour ça, c'est sûr qu'il faut être mûr, il faut être prêt. Quelqu'un qui veut s'engager dans une démarche fondamentale, très souvent, ce sont des personnes qui ont bourlingué, qui ont été à droite et à gauche, qui ont fait de multiples souvent tentatives et pratiques et qui constate que, OK, bah, c'était super, mais allez, ça y est, je redescends. Je fais toujours ce yo-yo. Et, et il y a, si on cherche la stabilité, hein, qui est en fait la maîtrise, ben, justement, il faut éveiller ces centres et les déployer, les sublimer. Et justement, ça pose la question du réveil, parce que tout le monde dans ce milieu disent qu'ils sont réveillés, mais moi, je m'aperçois que la plupart des gens dorment. Nous-mêmes, on est en train d'ouvrir un œil. On est en train d'ouvrir un œil, on n'est pas du tout réveillé. Donc pour toi, qu'est-ce que le réveil à la lumière de la technique solaire? Qu'est-ce que le réveil? Comment tu définirais le réveil? Je définis le réveil par le fait de dépasser dans les centres un certain niveau. On en a déjà parlé, je crois, au sommet des centres, si on l'imagine, c'est un petit flacon, un clapet anti-retour. C'est-à-dire s'éveiller, c'est-à-dire que, comment dire, lorsque tu atteins, tu as accumulé cette énergie, tu as su faire dans, dans la pratique de l'éveil de tes centres, tu as atteint un certain niveau euh, psycho-énergétique, hein, et à un moment donné, il se passe quelque chose, on pourrait dire, dans l'organisme global, hein, de nos corps subtils, ce qui fait que tu changes d'état d'être. Et pour moi, l'éveil, c'est ça. Donc, ça ne va pas être forcément un satori ou une explosion de compréhension cosmique ou voilà, quoique ça puisse arriver, mais c'est pas, ça va pas être forcément ça. Pour moi, l'éveil, ça va être justement la stabilité dans cet état déjà où tu es sorti, bah, tu es sorti quand même de l'influence de la matrice parce que tu gères ton état vibratoire. Parce que tant que tu n'as pas ça, tant que tu fais des fluctuations émotionnelles, eh ben, tu es soumis
au programmatique de la matrice, de tous ces conditionnements qui nous entourent. Donc, c'est l'autogestion de sa vie intérieure. Maintenant, des éveils, hein, il y a forcément des stades, hein, et des étapes de plus en plus grandes. Mais je pense que si quelqu'un se dit éveillé, et s'il n'a que des compréhensions intellectuelles et psychologiques qui sont déjà très intéressantes, mais s'il y a encore des fluctuations émotionnelles, des moments où il va se retrouver pas bien dans des angoisses ou des choses, voilà, peu importe, ou s'il va être mis par terre, hein, anéanti par un événement difficile à vivre, hein, le décès d'un proche et tout, ça veut dire qu'il n'a pas intégré, on pourrait dire psycho-organiquement, je cherche les mots, cette stabilité qui fait qu'il y a une connexion plus active, plus grande, plus ferme avec l'esprit qu'il est. Parce qu'en fait, le but aussi, c'est quand même, c'est l'union avec l'esprit qu'on est, se rapprocher de qui on est vraiment. Et, la, et de réaliser, et là il y a cette notion d'éveil, que notre personnalité, notre caractère, ainsi que notre corps, ce n'est que l'avatar de l'esprit que nous sommes. Et c'est donc la claire réalisation que je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. En réalité, je suis un esprit et qui vit des expériences dans ce corps et dans cette personnalité de manière tout à fait transitoire. À ma mort, moi, je vais continuer à être Roland pendant un certain temps, puis normalement, je vais me rappeler de qui j'étais avant, et encore, et encore, et encore. Et même tous ces enchaînements d'incarnation, dans le physique ou dans l'éthérique, c'est même pas encore ça, l'être que je suis, l'être que je suis. Et encore au-delà, c'est l'esprit qui s'est incarné dans une âme, qui elle-même s'est incarnée dans des corps. C'est réaliser qui nous sommes. Et nous ne sommes pas ce que nous semblons être. Or, cette espèce d'oubli et de coïncidence, de conscience à cause de nos sens, à cause de la matrice et à cause de un encouragement, notamment par des entités, pour renforcer cette identification à nos corps et à nos personnalités, c'est elle qui est finalement toxique parce que c'est une erreur, c'est une construction qui n'a pas de substance de réalité fondamentale, contrairement à l'esprit. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, oui, très, très, très clair. Et dernière question avant qu'on commence à clôturer cette interview très intéressante. Comment tu penses que le travail qui est fait individuellement, que ce soit par la thérapie solaire ou d'autres, peut être transmis collectivement pour créer une sorte de contre-égrégore, puisque il y a ce vampirisme, j'appelle ça du vampirisme de louche individuel par les entités via les pensées intrusives et tout ça, mais il y a le vampirisme de louche collectif via tout le cirque de la géopolitique, via les guerres, via les grands rituels comme les JO et tout ça, qui sont tenus par, qui sont contrôlés par les mêmes entités et qui vampirisent notre énergie via le symbolisme et tout ça. Donc, comment on peut créer un contre-égrégore au niveau collectif pour justement qu'on ne soit plus exploité par ces entités pour qu'on crée vraiment une réalité humaine. Oui, très intéressant, très important. Je, je ne pense pas qu'il faille attendre que toute l'humanité s'éveille. Je pense Oui, que ça, c'est c'est pas évident. possible, quoi. Voilà, hein. Et donc, comme toute évolution qu'on peut constater même dans la vie animale, ce sont certains individus qui atteignent des capacités ou des capacités psychiques ou mentales, par exemple, plus grandes, et ça va s'inscrire de manière génétique
ou de différentes manières, ça va s'inscrire dans la race. On l'a vu, euh, voilà, peut-être que tu connais cette expérience avec une guenon dans un zoo qui était, je crois, en Europe, et qui a eu l'idée elle avait du riz, je ne sais pas si tu connais cette histoire, Non, ça, et je connais pas du tout. et elle avait du riz, mais quand elle mangeait le riz, il était avec de la terre, quoi, hein. Donc elle a eu l'idée de plonger sa main dans l'eau pour laver le riz. Voilà. Donc elle a fait ça, toute sa tribu s'est mise à faire la même chose, mais là où ça a vraiment étonné le monde scientifique, c'est que euh, très rapidement, ou presque en même temps, sur un autre continent, je crois que c'était aux États-Unis ou en Australie, je ne sais plus, il y a des singes qui se sont mis à faire la même chose. Voilà. Donc, je pense que l'évolution des, des, des espèces, et l'espèce humaine se fait par l'avancée de certaines, on va dire, élites ou certaines avancées de certaines personnes. Évidemment, il faut atteindre un seuil critique. Il faut qu'il y en ait un certain nombre, hein, très certainement, hein. Il ne suffit pas d'un seul individu. Il faut qu'il y ait un seuil critique pour que ça puisse se résoudre le problème de manière globale. Là, dans l'idée de la pratique solaire, le soleil, l'idée c'est de devenir un soleil, un soleil capable d'émaner cette lumière, devient capable même parfois de la transmettre pour soutenir l'effort de l'autre pour devenir lui-même un soleil. Derrière une image très poétique, hein, tu deviens un soleil, tu éclaires d'autres soleils qui vont éclairer d'autres soleils. Ça, c'est l'image que j'ai de la pratique solaire et c'est ce que je constate, hein, avec les gens qui arrivent à cet épanouissement et les choses s'éclairent autour d'eux et ça leur permet d'accompagner d'autres êtres dans cette libération, dans cette croissance. D'accord. Oui, Voilà. oui, c'est vraiment très, très intéressant parce que de toute manière, c'est que comme ça, je pense que c'est la solution pour mettre fin à ce système de contrôle, à cette exploitation de l'humain par d'autres espèces. Donc, je pense que c'est une très bonne façon de conclure cette interview. Mais juste avant de te quitter, rappelle-nous où les gens peuvent trouver ton travail, ton site et tout ce qui te concerne. Et comment les gens peuvent pratiquer avec toi la thérapie solaire, la technique solaire. Désolé, Voilà. je confonds toujours technique solaire et thérapie solaire, toujours. Oui, ben, peu importe, hein, ou pratique solaire, Pratique sol, voilà, c'est ça le l'art mot. d'éveiller son soleil, de devenir un soleil, voilà, on s'en fout un petit peu, hein, des termes, hein. Oui, ben, j'ai mon site, hein, de Révélation du cœur voilà, qui liste beaucoup de choses, des vidéos et des textes et des possibilités de prise de rendez-vous individuelle avec moi ou en groupe pour pratiquer en groupe la pratique. Et la pratique de groupe est très intéressante aussi parce que ben, on peut aussi entendre les autres, leurs difficultés, leurs réussites, leurs témoignages. Et c'est toujours très, très, très intéressant, très enrichissant parce on apprend des autres. Et voilà, donc révélationducœur.com ou sous mon nom, on me trouve, quoi, hein. Puis tu as la gentillesse de mettre mon site ou mon YouTube, il y a la chaîne YouTube Révélation du cœur. Voilà, tout ça amène vers le site. Et l'idée, la pratique, d'une pratique, mais ça va être vraiment la même chose pour tout apprentissage, et d'autant plus pour une pratique fondamentale, c'est voilà, une forme de régularité où on apprend comment faire. Il suffirait, dans l'absolu, de prendre connaissance, ne serait-ce qu'une fois, de la pratique solaire pour pouvoir la pratiquer tout seul. Ça serait dans l'absolu. Et c'est très bien. Et pour l'instant, il y a des personnes qui sont, par exemple, en Australie, au Québec, il y a des problèmes de décalage horaire, donc ils ne peuvent pas assister aux séances de groupe. Et donc, ils téléchargent une guidance audio
et ils vont s'en servir jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin. Et ça, et voilà. Et au besoin, ils vont réajuster avec un rendez-vous individuel, quoi. C'est une manière de faire. Mais la manière la plus, des plus efficaces, si on veut rentrer dans ce travail, c'est installer une régularité, puisque c'est des processus internes. Et moi, j'ai vraiment remarqué ce que sans régularité, bah, on n'arrive pas au résultat, ou voilà, beaucoup plus lentement. Et la pratique donc en ligne est accompagnée d'un boostage énergétique, hein, une transmission de lumière que j'explique aussi sur les sites. Sur mon site, je montre, on, voilà, on témoigne, on étudie ça. Et cette transmission de lumière, c'est très important de comprendre que c'est un soutien énergétique à l'effort de l'autre. Et ça, personne ne peut faire à notre place, sinon ce serait de nouveau une interférence, hein, ce travail intérieur. Mais ce qu'on en arrive à la maîtrise de cette vibration particulière et plus fine et plus haute, certaines personnes deviennent capables, et c'est normal, s'il y a une croissance, ben on développe des choses aussi, hein. Donc c'est ce qui s'est développé chez moi, cette capacité de pouvoir transmettre une énergie qui va booster, accroître sur le moment le travail, et aider à créer une forme de référent intérieur pour la personne qui pratique, tout simplement pour que ça aille plus vite, quoi, que ce soit plus efficace. Mais le but est réellement, et ça, on ne le répétera jamais assez, c'est la liberté intérieure, c'est l'autonomie, et l'autonomie autant émotionnelle qu'intellectuelle et énergétique. Eh ben, Voilà. écoute, Roland, merci pour ça. Merci pour cette interview vraiment passionnante et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à toi, Paul. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Et c'est